Ok, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter très rapidement les résultats des essais systèmes que l'on mène sur la ferme, résultats qui reprennent les 4 années sur lesquelles nous avons acquis ces références. Je vous fais, pour commencer, un petit rappel sur l'année 2020. Comme je le fais chaque année, hein, une année 2020 qui a été fortement perturbée dans notre secteur comme dans d'autres ailleurs, avec notamment ici une forte période de sécheresse à l'automne qui a occasionné quelques soucis dans les semis de colza notamment. Cette forte période de sécheresse a été suivie d'une grosse période pluvieuse qui a notamment retardé nos semis de céréales d'hiver et puis qui s'est enchaînée tout de suite après par une nouvelle période de sécheresse et aussi de forte chaleur à partir de la fin mars et qui a occasionné de gros problèmes dans les cultures de printemps notamment. Avec des soucis qu'on a tous connus cette année, hein, des fortes températures avec des jours échaudants importants, une forte présence de pucerons sur betterave avec la jaunisse que tout le monde a connue cette année. Et puis sur notre site, on est malheureusement impacté aussi par des dégâts d'oiseaux avec des corbeaux et des pigeons qui sont un peu liés à la structure et au paysage de l'ancienne base aérienne et qui ont pu nous occasionner des dégâts sur certaines cultures. Cette dernière diapo sur le bilan de l'année 2020 pour vous dire qu'en termes de rendement et de marge, les résultats sont assez mauvais. Les seules cultures qui s'en sortent bien, ce sont les céréales d'hiver avec les blés et les orges de printemps qui ont fait des rendements tout à fait corrects. Par contre, les autres cultures, bon, comme on l'a connu dans la plaine champenoise, hein, les rendements sont vraiment en deçà de ce qu'on espérait. Alors, je ne vais pas vous détailler complètement, hein, mais les cultures les plus impactées chez nous ont été le colza, le tournesol et la betterave notamment, qui ont vraiment souffert cette année. Bon, ça c'est pour un petit retour sur l'année. Néanmoins, tout ça va se diluer un peu dans la synthèse des 4 années que nous avons vécues sur nos systèmes de culture. Alors, cette diapo, juste pour vous remémorer les différents systèmes de culture qui sont en place. Il y a un système de référence qui est une rotation classique champagne-crayeuse, 2 systèmes orientés vers la fertilité du sol et le stockage du carbone. C'est notre système qu'on appelle numéro 2 sous couvert annuel et notre système numéro 3 avec des couverts permanents. Un système orienté vers la production de biomasse, c'est notre système numéro 4. Et enfin, le système 5 qui est orienté vers une plus grande autonomie vis-à-vis de la fertilisation azotée minérale. Bon, ça, c'est les systèmes qui sont en place depuis le début. Je vais attaquer cette partie sur les indicateurs et la performance multicritère de chaque système. Juste cette diapo pour vous préciser la façon dont ils sont calculés chez nous. Il y a d'abord ici des critères de réussite. Est-ce que le système qu'on a mis en place répond bien à ses objectifs? Par exemple, le système autonomie en azote, est-ce qu'il a bien atteint ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre? C'est un exemple. Ensuite, chaque système a un certain nombre de contraintes de respect de la rotation, de nombre de matières organiques ou, pour Auto-N, encore une fois, de réduction de l'azote minéral. Donc ça, c'est des critères que nous, on considère comme des critères de réussite. Et puis, sur la droite, vous avez les critères de performance qu'on calcule chaque année. Il y a une bonne vingtaine de critères qui sont calculés pour chaque culture, chaque année, dans chaque système, et qui sont catégorisés dans les 5 catégories que vous avez sur le tableau de droite, avec une catégorie économique, environnementale, sociale, agronomique et de biodiversité. Enfin, ce petit schéma que vous avez en dessous, que je ne vais pas vous détailler en totalité, mais qui vous montre que nous sommes qu'au bout de la 4e année et que tous les systèmes ne sont pas forcément encore tout à fait comparables et pas encore représentatifs. Puisque, en fonction des cultures qu'on a pu mettre en place la première année,
Il existe un petit déséquilibre, vous pouvez le voir par exemple sur le système numéro 3. Vous voyez que le troisième blé ici, il a été présent qu'une seule fois, alors que par exemple l'orge de printemps ici a été présente 4 fois. Mais tout ceci, au fur et à mesure des années, va se rééquilibrer. Mais c'est juste pour attirer votre attention sur une représentativité encore insuffisante sur l'ensemble de nos systèmes. Alors, je vais passer à une partie de présentation des indicateurs individuels. Comme je vous l'ai dit, on en a calculé une vingtaine sur chacun de nos systèmes de culture. Et je ne vais pas prendre le temps de vous détailler ces 20 indicateurs, mais je vais en faire ressortir 8 qui sont assez emblématiques de nos systèmes, sachant que vous retrouverez tous les autres complètement détaillés sur le livrable qui vous sera rendu disponible d'ici quelques jours. Alors, je commence par un indicateur qui parle à tout le monde, hein, qui est le rendement. Alors, nous, on s'intéresse au gain de rendement par rapport au rendement moyen de chaque culture dans le secteur proche de notre ferme. On calcule une moyenne sur des parcelles aux alentours qui nous permettent de se comparer. Vous voyez sur le petit schéma de gauche l'ensemble des cultures de chaque rotation et le gain ou la perte de rendement pour chacune de ces cultures. Et puis en haut, en face de chaque système, la moyenne du gain de rendement depuis 4 ans. Globalement, vous pouvez voir dans le cercle bleu que le système 1 a réalisé 4% en plus du rendement par rapport à la moyenne du secteur. Donc ça, c'est tout à fait correct. Le système 2, lui, est celui qui s'en sort le mieux. Il réalise 8% de rendement en plus. Alors ça s'explique parce que bon, aujourd'hui, on sait que le système 2, il est quand même positionné sur les meilleures parcelles de la base, donc il a plus de chances de réussir. Et puis, il y a un phénomène qui concerne encore la représentativité qui est encore pas tout à fait homogène dans tous les systèmes. Et ce système-là a notamment eu 2 cultures avec de très très bons rendements une année donnée. Par exemple, la betterave en 2017 qui a fait plus 25% et une luzerne qui a fait plus 80% et qui, du coup, pèse lourd à l'échelle du système. Alors, tout ceci va se lisser au fur et à mesure des années. Le système 3, malheureusement, est celui qui a la plus grosse perte de rendement. On est à moins 12% en moyenne. Alors ça, c'est notre système en agriculture sous couvert permanent. Alors, il y a toujours une phase d'apprentissage de ces systèmes-là avec la mise en place du SMI direct. Et puis, tous ceux qui le pratiquent nous ont tous dit qu'ils ont mis 3, 4, 5 ans avant d'obtenir des rendements plus comparables à ce qu'ils faisaient avant. Donc, nous, on est au bout de 4 ans, on est encore sans doute dans cette phase de transition. Et puis, on note quand même dans ce système-là quelques facteurs explicatifs supplémentaires. Par exemple, on a remarqué que pour les orges de printemps, son enracinement était pénalisé par une reprise en masse du sol alors que les printemps se font de plus en plus secs chez nous. Ça, on l'a mesuré avec un outil qui est un pénétromètre. Et on voit que voilà, pour l'enracinement des cultures de printemps, ça peut poser un certain nombre de problèmes. On ne l'a pas forcément mesuré, mais on sait que nos luzernes de première année sont aussi pénalisées et ça pourrait être aussi une explication. Voilà. Donc, toutes les explications seront détaillées dans le livrable. Là, malheureusement, je suis obligé d'aller assez vite dans le temps qui m'est imparti. Le système 4, lui, est un peu en deçà aussi. En moyenne, on a 7% du rendement. Et ça s'explique notamment par un poids en 2019 qui a été vraiment très, très pénalisé par les oiseaux présents sur notre site. Et ce poids, malheureusement, il a été complètement ravagé par les pigeons et il avait fait que 3 quintaux. Et ce poids-là que vous retrouvez dans le cercle vert pèse encore très lourd à l'échelle de la rotation. Et enfin, le système 5, lui, il est tout à fait comparable au rendement du secteur, malgré les tournesols qui, eux aussi, sont fortement impactés par les pigeons sur notre site.
Mais globalement, à l'échelle du système, ça s'atténue et on a un rendement comparable au rendement du secteur. Donc, vous voyez un premier indicateur qui peut peser lourd. On va le voir dans la suite parce que le rendement impacte aussi fortement certains autres indicateurs. Alors, c'est notamment le cas pour ce deuxième, qui est la marge semi-nette. Alors, la marge semi-nette, chez nous, c'est le produit qu'on réalise chaque année sur chaque culture avec les prix réels que la ferme a chaque année en termes de vente, d'intrants, de packs, etc. Alors, c'est notre produit auquel on enlève les charges opérationnelles et les charges de mécanisation. Ce qu'on peut voir, c'est que sur ce graphique de gauche, là, les systèmes 1, 4 et 5 ont une marge tout à fait équivalente à la marge de notre secteur. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a deux systèmes qui se détachent un petit peu. Il y a le système 2, donc, qui est sous couvert annuel, qui lui fait une marge supérieure de 75 € et qui s'explique par les 8% de rendement qu'on a fait en plus, qu'on a pu voir dans la diapo d'avant. Et le système 3, lui, a une marge inférieure de 130 € en moyenne par hectare et par an. Et ça s'explique par le fait que c'est un système qui a 12% de rendement en moins jusqu'à maintenant. Alors peut-être que ça va s'équilibrer dans les années à venir, mais pour l'instant, c'est le constat qu'on peut faire. Alors, si on voulait détailler un peu, on pourrait s'intéresser aux charges opérationnelles qui sont relativement proches dans chacun de nos systèmes, même si on note quelques différences. Et puis, on pourrait s'intéresser aussi aux charges de mécanisation qui, elles, pour le coup, sont très différentes puisqu'elles dépendent aussi beaucoup du travail du sol qu'on pratique dans nos systèmes. Et notre système 2, par exemple, en couvert annuel, où on est plutôt en technique de travail cultural simplifié, là, il y a des charges de mécanisation qui sont ôtées. Et puis, notre système 3, qui est le système où on est en couvert permanent et en semi-direct, où là, on ne travaille plus du tout le sol, on a une diminution de nos charges de mécanisation d'environ 150 € par hectare et par an. Donc, c'est là qu'on peut voir de grandes différences. Par contre, qui sont lissées aussi, comme on a pu le voir sur la marge semi-nette, par les produits réalisés sur chacun de ces systèmes depuis 4 ans. Alors, un autre indicateur qui nous intéresse beaucoup, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Bon, ce qu'on peut remarquer, c'est que ces émissions, quand on les calcule avec notre outil qui est Cister, elles sont très, très dépendantes de la quantité d'azote minéral qu'on applique dans nos parcelles et du fuel consommé dans nos interventions culturales. C'est vraiment les deux gros postes qui font les émissions de gaz à effet de serre. Bon, globalement, ce qu'on remarque, c'est que notre système de référence, le 1, sous couvert annuel et sous couvert permanent, le 3, ont des émissions à peu près équivalentes, en tout cas très proches du système de référence de notre secteur. Les deux systèmes qui se détachent un peu en termes d'émissions de gaz à effet de serre sont le système 4, ici, qui est le système production de biomasse. Alors lui, il émet 5% de gaz à effet de serre en plus. Pourquoi? Parce que dans ce système, le travail du sol n'est pas réduit, ce n'est pas là-dessus qu'on joue. Donc ça veut dire qu'il y a une consommation de carburant qui est encore importante. Et la fertilisation azotée moyenne dans ce système-là, elle est plus forte qu'ailleurs parce que c'est un système qui ne propose pas de luzerne. La luzerne est absente et du coup, on ne peut pas profiter de la non-application d'azote minéral sur cette culture, qui permet de réduire la moyenne. C'est ça qui explique en fait le fait que ce système augmente un peu. Et à l'inverse, c'est le système 5 qui est l'autonomie en azote
qui émet le moins, environ 20%. Et là, ça s'explique principalement du fait qu'on utilise 50% d'azote minéral en moins et que sa consommation de fuel reste tout à fait raisonnable. Et c'est ça qui permet ce gain. Vous voyez qu'en termes de consommation d'azote, le système 5, il est autour de 86 unités d'azote par hectare et par an, alors que les autres systèmes sont en moyenne autour de 120 unités d'azote. C'est ça qui a permis ce gain d'émissions de gaz à effet de serre. Un quatrième indicateur qui nous intéresse beaucoup, c'est le temps de travail qu'on a sur les parcelles de chacun de ces systèmes. Alors, c'est bien le temps passé dans la parcelle. Alors, forcément, ce temps de travail à l'échelle du système de culture dépend beaucoup des cultures qui sont présentes et forcément de leur représentativité. Vous pouvez voir sur le tableau en haut à gauche qu'il y a des cultures qui sont fortement consommatrices de temps de travail, comme le chanvre ou la betterave, par exemple. Et à l'inverse, quand il y a de la luzerne, on sait que c'est une culture qui demande peu de temps de travail. Et donc, en fonction des proportions de chacune, on va avoir des moyennes plus ou moins importantes sur nos systèmes. Ce qu'on peut voir à l'échelle de nos systèmes depuis 4 ans, dans le petit tableau en bas à gauche, c'est qu'il y a des tendances qui se dégagent, notamment sur le système 2, qui est le système TCS, où on gagne en moyenne 45 minutes par hectare et par an, du fait de la réduction du travail du sol. Ensuite, celui qui est on va dire, le plus performant est le système 3, qui permet un gain d'1 heure et demie par hectare et par an, qui s'explique d'une part par un gain d'une demi-heure, parce que les cultures qui sont en place nous permettent un gain. On n'a pas de betteraves, par exemple, qui sont assez consommatrices, ni de chanvre ou de tournesol. Donc ça explique déjà une partie de ce gain. Et puis ensuite, l'absence totale de travail du sol, de déchômage, de labour, occasionne un gain de 1 heure par hectare. Autre différence notable, c'est le système numéro 4, qui lui a en moyenne 1 heure de plus par hectare et par an. Ça s'explique notamment parce que c'est un système où on ne cherche pas à réduire le travail du sol et qui a une forte présence de cultures consommatrices de temps, comme la betterave, et qui n'a pas de luzerne, donc qui ne permet pas de diminuer cette moyenne par le temps réduit passé sur la luzerne. Et enfin, le système 5 est tout à fait très proche de la moyenne de référence. Vous voyez déjà des différences qui se notent sur chacun de ces systèmes. Je poursuis, il doit rester 3 indicateurs sur l'IFT, donc qui est l'indice de fréquence de traitement, où l'IFT, encore une fois, il est assez dépendant des cultures qui sont présentes, puisque vous pouvez avoir par exemple du chanvre, qui est une culture où on ne met pas de phyto, donc il y a 0 IFT, et à l'inverse, un colza qui a en moyenne 6,5 IFT. Donc en fonction des cultures présentes, on a aussi un IFT moyen qui peut différer d'un système à l'autre. Bon, ce qu'on remarque sur notre système, c'est que d'une façon globale, on arrive à réduire, vous le voyez dans cette colonne-là, la colonne de droite du tableau de gauche, on arrive à réduire assez fortement les IFT sur nos systèmes de culture. Si on devait parler d'écart entre systèmes, c'est le système 3 qui réduit le moins. Pourquoi? Parce que ce système, jusqu'à maintenant, a une forte présence d'adventices du fait du non-travail du sol et une utilisation nécessaire de glyphosate pour gérer nos semis sous couvert, avec la destruction notamment de couverts, de repousses ou de certaines adventices quand on passe en semis direct. Et puis, malheureusement, la forte proportion de luzerne qui est à l'intérieur de ce système-là ne suffit pas pour atteindre les performances des autres. Ensuite, pour noter une autre grosse différence, c'est plutôt le système 5 qui est le plus performant, car lui, dans sa construction, on a introduit des cultures qui sont vraiment
qui sont peu consommatrices de produits phyto. C'est notamment le cas du chanvre, du tournesol et de la luzerne. Donc, ça explique qu'il arrive à avoir une réduction de 40%. Bon, néanmoins, on peut quand même signaler qu'ils ont tous une baisse d'IFT, et ça, c'est un point vraiment très intéressant pour eux. Alors, sur chacun de nos systèmes, on calcule aussi les pertes azotées de nos cultures sur 3 pôles. D'abord, ici, la quantité d'azote qui est lessivée vers les nappes, la quantité d'ammoniac qui est volatilisée vers l'atmosphère, mais aussi la quantité de protoxyde d'azote qui est volatilisée. Et le protoxyde d'azote est vraiment important puisque c'est un gaz à effet de serre vraiment très important qui a un pouvoir de réchauffement 300 fois plus important que le CO2, par exemple. Donc, ça pèse lourd dans les émissions de nos gaz à effet de serre. Vous remarquez que chacune des courbes a des formes similaires. Ça s'explique parce qu'on est sur le même territoire. On a le même type de sol avec la même pluviométrie et les mêmes conditions météo. Donc, en termes de lessivage, de volatilisation, on est assez proche. Alors, sans détailler chacun des systèmes, on peut simplement noter que le lessivage est le plus faible quand les systèmes de culture proposent le meilleur rendement. Mais effectivement, quand le rendement est bon, ça veut dire que la culture a fait une forte production de biomasse et donc a permis de piéger beaucoup d'azote du sol. Donc, on a potentiellement moins de lessivage. La volatilisation du protoxyde d'azote est relativement équivalente entre chacun de nos systèmes, donc pas d'écart à ce niveau-là. Et la volatilisation, on peut simplement noter qu'elle est plus faible. Alors là, j'ai fait une erreur, c'est notre système 5, il faudra corriger, qui est le système AutoN, parce qu'on a choisi de réduire les quantités d'azote apportées et aussi on change toujours la forme d'azote. C'est-à-dire que dans un système de référence champenois, on est plutôt en solution azotée, alors que dans notre système 5, on est systématiquement en ammonitrate pour l'instant, qui est un produit beaucoup moins sensible à la volatilisation. Et donc, ça explique en grande partie le fait que notre volatilisation d'ammoniac est beaucoup plus faible sur ce système-là. Deux derniers indicateurs, la biodiversité. Vous savez que sur le site, on mesure chaque année la présence de vers de terre, la présence de carabes, et puis on s'intéresse aussi à la biomasse microbienne, mais avec un pas de temps beaucoup plus long. On le fait comme le stockage de carbone tous les 4 à 5 ans. Néanmoins, je peux vous présenter nos résultats sur les vers de terre et les carabes, puisqu'on le fait chaque année. Sur les vers de terre, ce qu'on peut remarquer, c'est que globalement, dans chacun de nos systèmes, depuis 3 ans qu'on fait les mesures avec le lycée agricole de Thilloy, on note une présence relativement constante de ces vers de terre d'un système à l'autre. Il y a juste, pour notre système 3, on a noté une baisse en 2020 de notre présence de vers de terre, mais pour l'instant, c'est qu'une année. On verra si ça se poursuit dans les années à venir. Donc, à part ça, je ne vais pas m'attarder beaucoup dessus. Il y a un peu plus de détails dans le livrable, mais c'est quelque chose qu'il faut voir sur le plus long terme. Ensuite, les carabes. Je vous présente simplement le graphique de répartition des carabes depuis 3 ans. Et ce qu'on peut simplement dire, c'est que la première année, on avait 2 espèces qui représentaient 80% des carabes présents sur notre site. Par contre, en 2019 et en 2020, on note que cette répartition, c'est un petit peu plus équilibré. Et donc, c'est quelque chose qui nous intéresse, le fait d'avoir des populations de carabes avec des espèces beaucoup plus équilibrées que ce qu'on avait au départ. Donc, encore une fois, je ne m'attarde pas dessus, vous aurez d'autres détails dans le livre. Et pour finir, cette année, on a pu mesurer nos stocks de carbone pour un écart de 5 ans
avec notre état initial qu'on avait mesuré en 2016. Alors, je vous présente 3 graphiques. À gauche, vous avez le stock réel de carbone dans nos systèmes de culture sur les horizons 0 à 40 cm de profondeur. On n'a pas remis 60 cm parce qu'on a vu des fortes variations dans le dernier horizon et on a encore un certain travail à refaire avec l'INRA pour analyser ces données. Et donc, on a préféré vous montrer les données qui étaient les plus fiables pour l'instant. Ce qu'on peut voir, c'est que les stocks de carbone sont assez forts sur 0,40 cm, entre 90 et 100 tonnes de carbone par hectare, mais qu'en 2020, on a noté une variabilité un petit peu plus forte dans nos mesures. Voilà. Sur le graphique du milieu, vous avez la variation du stock entre 2016 et 2020. Alors, des variations qui existent, qui ne sont encore pas très fortes, hein, de l'ordre de quelques, allez, en moyenne, on doit être à 1 à 2 tonnes de variation de stock en 5 ans. Ces variations de stock qu'on peut essayer de relier aux entrées de carbone dans chacun de nos systèmes. C'est ce que vous avez sur le diagramme de droite. Ça, nous, chaque année, sur nos parcelles, on mesure les quantités de carbone produites en termes de couvert, d'interculture et de culture, à la fois dans le grain, dans les pailles, dans les feuilles, etc. Et ça nous permet de voir quelle quantité de carbone humifié est entrée dans chacun de nos systèmes. Jusqu'à aujourd'hui, finalement, on peut voir une certaine tendance et dire que nos stocks de carbone, enfin en tout cas l'évolution des stocks de carbone, est assez corrélée aux quantités de carbone qui retournent dans nos systèmes chaque année. En fait, le système 2, qui est le système où il y a le plus de carbone retourné au sol, finalement est un système qui semble stocker un peu de carbone. À l'inverse, le système 5, qui est le système qui a eu des retours de carbone au sol les plus faibles jusqu'à maintenant, mais on peut voir que c'est un système qui a tendance à déstocker un petit peu de carbone. Alors, la corrélation n'est pas complètement linéaire, hein, il y a forcément des écarts, et on pourra tirer des conclusions beaucoup plus robustes au fur et à mesure des années, puisque là, finalement, ce n'est qu'un deuxième point sur la courbe entre notre état initial et notre état actuel en 2020. Je pense qu'il faut raisonnablement attendre plusieurs années pour voir des évolutions robustes dans nos stocks de carbone. Alors voilà, j'ai fini sur ces critères un petit peu emblématiques avec leur présentation individuelle. On peut passer à l'analyse multicritère, alors qui est beaucoup plus complexe à expliquer et qui pourrait ressembler à ça. Alors là, forcément, c'est très complexe et je ne vais pas prendre le temps de vous détailler chacun de ces graphiques-là. Mais en fait, on classe chacun de ces indicateurs avec une note de 0 à 10 sur un graphique en radar, ce qui permet de voir les indicateurs qui ont été améliorés et ceux qui ont été un petit peu pénalisés. Donc ça, c'est détaillé dans le livrable. Je vais juste passer à une conclusion un petit peu générale, où quand on agrège tous les indicateurs, on a une note, encore une fois, entre 0 et 10, hein, puisqu'on fait une moyenne de tous les indicateurs qui ont eux aussi des notes de 0 à 10. Et on a une note globale qui est reprise ici dans la colonne de droite. Globalement, ce qu'on peut quand même voir, c'est que toutes les notes sont supérieures à 5, et 5 est un peu notre note pivot au-dessus de laquelle on aimerait obtenir nos résultats. Donc ça, c'est intéressant pour nous. Par contre, on voit que certains systèmes ont des notes un peu meilleures que d'autres. Si on fait une conclusion rapide, notre système numéro 2, qui est en TCS et couvert annuel, est celui qui a la meilleure note. Pourquoi? Parce que d'une part, dans ses objectifs, ils semblent correctement atteints. La fertilité du sol ou le stockage de carbone semble correct. Et on a des bonnes performances globales, notamment liées aux rendements qui, jusqu'à maintenant, sont très bons sur ce système-là.
Par contre, le seul point qui est un petit peu pénalisant sur ce système, c'est ses émissions de gaz à effet de serre et le fait que ce système est assez peu innovant, puisque finalement, c'est le système de référence qu'on mène en technique culturelle simplifiée. À part ça, on ne fait pas autre chose dans ce système. Ensuite, on retrouve notre système de référence qui s'en sort très bien. Les rendements et la qualité des cultures sont OK. Hein, c'était l'atteinte des objectifs qu'on avait sur ce système-là. La note est de 6,7, donc c'est très bien, avec des bonnes performances globales, encore une fois, grâce au bon rendement que ce système a effectué, a obtenu. On note toutefois deux critères assez pénalisés qui sont les gaz à effet de serre et l'efficience économique. Ensuite, on a notre système 5 et notre système 3 qui ont des notes de 6, donc qui sont tout à fait équivalents. Le système 5 a proposé une bonne atteinte de ses objectifs. On a réduit notre consommation énergétique et nos émissions de gaz à effet de serre dans les seuils qu'on s'était fixés. Et les contraintes sont respectées puisqu'on a réussi à apporter 50% d'azote minéral en moins à l'échelle du système. Alors, nos performances globales sont plutôt bonnes, sauf il y a toujours ce petit problème avec les rendements du tournesol qui, s'ils sont solutionnés, permettront à ce système de progresser encore un peu. Le système 3, malgré ses rendements en berne, obtient une note tout à fait correcte. Il semble qu'il est capable de stocker un peu de carbone. Par contre, jusqu'à maintenant, on utilise un peu plus de glyphosate que ce qu'on aurait aimé quand on a construit le système. Donc ça, c'est un point qu'il faut qu'on revoie encore un petit peu. Mais malgré certains indicateurs qui sont pénalisés, d'autres ont des bons résultats, comme la consommation d'énergie ou le temps de travail. Et finalement, ça fait que la note globale se rééquilibre. Et enfin, notre système 4, c'est celui qui est classé en dernier, mais qui est vraiment très proche des deux qu'on vient de voir, hein, 5,7 et 6, c'est vraiment des notes vraiment très très proches. Lui, il respecte ses objectifs, donc en termes de biomasse produite et de biomasse exportée, hein, c'était sa raison d'être à ce système-là. Les contraintes sont respectées aussi. Et puis, aujourd'hui, il est pénalisé à cause de cette culture de pois là qui a eu lieu une année, mais qui peut-être sera rééquilibrée avec les années futures. Donc voilà, je suis passé très très rapidement, hein, malheureusement, sur tous ces critères et cette analyse multicritère. Bon, par contre, vous la retrouverez vraiment en détail dans le livrable qu'on vous fournira très prochainement. Bonjour à tous, donc je vais donc vous présenter l'essai agraire. Donc agraire, c'est pour agriculture à stratégie d'économie, de recyclage et d'entretien des ressources. Donc ce système, pourquoi il a ce nom? C'est parce que du coup, les objectifs qui sont visés dans cet essai, c'est justement de mieux maîtriser les ressources dont dépend l'agriculture et notamment les ressources énergétiques et qui sont liées aux engrais azotés minéraux. Donc, vous avez ici représenté le graphique de la consommation d'énergie totale annuelle du Grand Est, avec à la fois la part d'énergie directe, qui représente 40% de la consommation d'énergie, et qui est principalement expliquée par les consommations de fuel, et également l'énergie indirecte, qui est encore plus importante, qui représente 60% de la consommation d'énergie. Et là, on voit qu'il y a un très fort poids de l'azote et donc de la fertilisation azotée dans cette consommation d'énergie. Et donc ça, c'est d'autant plus vrai quand on regarde aussi la consommation d'énergie du Grand Est par rapport à la France. On voit qu'elle est beaucoup plus forte en Grand Est du fait de cette forte part de l'azote avec une fertilisation azotée minérale qui est très forte dans la région.
Et donc, pour reprendre le point qui avait été évoqué du coup dans les questions aussi avec Gaëlle, quand on regarde justement en fait un système céréalier ici, donc Grand Est, avec les émissions de gaz à effet de serre, vous avez ici le camembert avec la proportion des différents postes émetteurs. Et en fait, on s'aperçoit que l'azote, quand on cumule à la fois l'achat d'engrais et donc la production d'engrais azotés, mais également l'épandage des engrais sur la parcelle ainsi que les pertes d'azote, ça représente en fait 70% des émissions de gaz à effet de serre, alors que le fuel, ici, représente 12%. Donc ça, c'est des moyennes, hein. Mais donc, on a vraiment une très forte part de l'azote à la fois sur l'énergie et sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais l'agriculture est également dépendante d'autres ressources, notamment les roches phosphatées pour tout ce qui est engrais phosphaté minéral. Et ce sont des ressources qui sont limitées, à la fois parce que le gisement est fini et parce qu'il est inégalement réparti entre 3 pays qui ont la majorité de ces roches. Avec également une problématique en sol le calcaire, notamment la faible disponibilité du phosphore, du fait qu'il est absorbé sur les constituants donc, du sol calcaire, mais en faible concentration. Certaines études montrent que justement, ces éléments pourraient être modérément retenus sur le calcaire. Donc vous avez pour illustrer en bas la carte donc, de France avec les valeurs de phosphore, donc là en équivalent Olsen, sur 2 périodes, 94-2004 et puis 2005-2014. Et on voit que dans notre secteur, on est dans des teneurs en phosphore qui sont moyennes, avec quand même une tendance à une légère diminution, entre 200 à 80 mg par kilo. Et également, donc, l'idée de l'essai vient aussi de notre réflexion sur le contexte autour des produits phytosanitaires, avec une demande à la fois réglementaire de réduire l'utilisation de ces produits phytosanitaires, et puis également avec des enjeux à la fois de santé et des enjeux environnementaux. Donc vous avez du coup illustré sur la carte de France, ici à droite, la concentration moyenne en pesticides dans les eaux souterraines. À gauche, la carte en 2010 et puis à droite, la situation en 2018, avec du coup dans notre secteur vraiment une augmentation de cette concentration en pesticides dans les eaux. Et puis en plus, localement, on a des vitrines quand même agricoles avec des pratiques de réduction du nombre de traitements phytosanitaires, et puis également des équipes de recherche qui travaillent sur le biocontrôle, donc qui peut pousser à travailler cette thématique encore plus. Donc, pour conclure, les enjeux du système agraire, ils sont à la fois agronomiques. Il s'agit d'optimiser l'utilisation des produits phytosanitaires et aussi des fertilisants, et en se basant donc sur la mobilisation de matières fertilisantes qui sont issues de ressources renouvelables. L'idée, c'est aussi de jouer donc avec un enjeu économique qui va permettre donc de réduire la dépendance aux intrants qui sont soumis à la volatilité des prix quand ils sont issus de ressources non renouvelables, avec également donc des bénéfices environnementaux, à la fois réduction donc, des émissions de gaz à effet de serre, et puis amélioration de la qualité de l'air, de l'eau, on l'a vu, et du sol. Donc tout cela pour permettre donc une meilleure résilience des exploitations et en cohérence avec du coup la feuille de route de l'économie circulaire. Donc concrètement, voici donc les 3 objectifs qu'on s'est fixés pour ce système. Donc c'est un système qui est proche du système de référence que vous a présenté Gaëlle pour le choix des cultures, mais avec donc ses propres objectifs sur la rotation qui sont de réduire donc d'1/4 la fertilisation en azote minéral, de stopper complètement la fertilisation en phosphore minéral et de réduire de moitié donc l'IFT en produits phytosanitaires conventionnels. Donc voici le dispositif. Donc il est basé aussi sur le site donc, de TerraSolis.
Vous avez ici donc les 4 parcelles du système agraire. Ils représentent environ donc 16 hectares, hein, divisés en 4 parcelles d'environ 4 hectares chacune. Il a été mis en place en 2018 avec donc pour l'instant 2 récoltes, en 2019 et en 2020. Et donc là, je vais vous présenter quels sont les leviers et les hypothèses qu'on a utilisés pour atteindre nos objectifs. Donc tout d'abord, par rapport à l'objectif de réduire d'un quart la fertilisation d'azote minéral, on se basait par rapport à la référence, et donc à la référence de TerraSolis, donc le système 1, qui sur la rotation, on a un apport là de 1280 unités d'azote par hectare sur l'ensemble de la rotation. Donc on vise, nous, d'apporter seulement 960 kg d'azote par hectare sur la rotation. Donc pour atteindre cette réduction, différents leviers, à la fois optimiser l'azote minéral qu'on va apporter, avec le gain ici qu'on estime, hein, c'est une hypothèse, on estime gagner 100 kg d'azote par hectare, à la fois en jouant sur la forme d'engrais, donc préférentiellement de l'ammonitrate, plutôt que de la solution azotée, pour éviter aussi, comme il a déjà été évoqué, les pertes d'azote, notamment par volatilisation. Et puis également piloter la fertilisation pour gagner encore quelques unités. Également valoriser l'azote organique avec le recyclage de matières organiques exogènes, avec l'apport de boues de stations d'épuration et également des composts qui vont permettre là de gagner, on estime, 80 kg d'azote par hectare. Et enfin, utiliser donc des légumineuses pour fixer l'azote atmosphérique et donc apporter de l'azote dans le système également, à la fois en interculture et en culture associée, donc avec 3 couverts que je vais vous présenter donc dans la rotation juste après, et en culture associée, donc lentilles avec le colza. Donc là, on estime encore pouvoir gagner donc les kilos d'azote qu'on n'aura pas apporté dans ce système. Je vous présente d'abord donc les leviers qu'on va faire également donc, pour permettre donc, de stopper complètement la fertilisation au phosphore minéral. Donc on a estimé quand même que dans ce système, on avait des exportations de phosphore hein, sur toute la rotation. On a estimé ici à 80 kg. Et pour les compenser, on veut valoriser à la fois le phosphore organique, puisqu'on n'a plus du tout droit au phosphore minéral, hein, c'est ce qu'on s'impose, en apportant donc les boues de steppe qui vont apporter le phosphore minéral, le compost aussi qui va en apporter. Et là, pour information, je vous ai également indiqué les doses de potasse qui vont être apportées via ces matières organiques et via la vinasse également. Et on avait fait aussi le choix de cultures moins exigeantes en phosphore, notamment avec dans la rotation l'insertion de sainfoin, plutôt que de luzerne, mais malheureusement, le sainfoin n'a pas pu être pérennisé. Et donc, on retrouve donc une culture classique, la luzerne, dans la rotation. Et avec des gains de phosphore également grâce aux couverts culture associée qu'on a apportés. Et enfin, donc pour finir sur les leviers et hypothèses des produits phytosanitaires, donc on veut réduire de moitié l'IFT. En système donc classique, on était un IFT de 41 sur l'ensemble de la rotation. On vise donc un IFT de 21 ici, à la fois en réduisant donc les produits phytosanitaires avec des variétés plus résistantes, l'utilisation d'outils d'aide à la décision, avec aussi des décisions à la fois sur les fongicides en petite dose, voilà, l'impasse sur les régulateurs, et puis également en substituant donc les produits phytosanitaires avec du travail du sol, soit par binage ou par RC-trille, et on s'autorise d'utiliser le labour si vraiment il y a besoin. Donc voilà, au final, la réflexion qu'on a sur après toute cette réflexion voilà, sur les différents leviers et hypothèses, on a abouti donc à cette rotation. Donc ici, voilà, finalement, là, je vous ai marqué, donc inséré la luzerne, puisque là, le sainfoin n'a pu vraiment être mis en place qu'une année. Donc en fait, on repart sur classiquement 2 années de luzerne, donc qui ne sont pas fertilisées avec seulement un IFT de 1.
un blé, donc fertilisé donc là, à hauteur de 180 unités, où on vise un IFT de 3, avec donc en fertilisation un premier apport en fait, qui serait la vinasse. À ce moment-là, ensuite donc on a un couvert, une orge de printemps, donc fertilisée à hauteur de 120 unités d'azote avec un IFT fixé à 1,6. Ensuite, donc un compost, ici compost apporté à 5 tonnes par hectare avant le colza associé, donc qui est fertilisé à 50 unités d'azote avec un IFT qu'on vise à 3,8. Ensuite, un blé, cette fois-ci un peu plus fertilisé à 190 unités d'azote avec un IFT de 3. Le couvert, les bouts donc, de station d'épuration apportés juste avant la betterave, donc qui ne sera pas fertilisé, et on vise l'IFT de 4. Enfin, un blé, ici, le dernier blé, 180 unités d'azote avec un IFT de 3, le couvert, et puis l'orge d'hiver pour boucler la rotation avec 160 unités d'azote et un IFT de 2. Donc sur l'ensemble de la rotation, ici, si on fait le cumul, on a les objectifs visés avec voilà, nos 970 kg d'azote par hectare, ça c'est sur le papier, hein, si on arrive bien à faire tout ce qu'on veut, et 21,4 d'IFT. Donc voilà, dans l'idéal, comment ça pourrait se passer. Ensuite, ce qu'on suit là sur le terrain, c'est à la fois au niveau des plantes, le nombre de pieds et le rendement chaque année. Et au niveau du sol, donc les reliquats, comme Gaëlle l'a évoqué, on a aussi fait donc, les vers de terre sur ce système. Et la biomasse microbienne carbone, on va essayer également la faire cette année. Et puis les stocks de carbone ont également été faits cette année, comme sur l'ensemble des autres systèmes communs. Et des indicateurs aussi économiques et également environnementaux pour donc vérifier nos objectifs. Donc là, je vais vous présenter quelques résultats après uniquement donc, 2 années de récolte. Mais tout d'abord, vous présenter au niveau du sol quelles étaient les conditions initiales quand on a commencé l'essai donc là en 2018, l'implantation. Donc vous avez les valeurs à la fois en carbone, azote, donc le rapport C/N, le phosphore en méthode Jaurès-Hébert et le potassium échangeable, à la fois sur le système agraire, sur l'horizon superficiel 0,30 et en horizon plus profond 30-60. Et puis, en comparaison, quand même, les autres systèmes TerraLab, donc pareil en conditions initiales, pour justement se rendre compte qu'on est sur ces 4 parcelles-là, comme sur l'ensemble du coup du site, on est dans des valeurs qui sont relativement similaires, que ce soit pour le carbone, l'azote, un C/N un petit peu plus élevé, mais il y a une très forte variabilité. Et puis, en termes de phosphore aussi, on est dans des valeurs quand même qui sont assez importantes pour le site. Donc, sachant qu'on n'en apporte pas, c'était important déjà de visualiser par rapport aux autres parcelles. Et puis, un peu plus faible, par contre, en potassium. Voilà, des stocks de carbone qui, pour l'instant, sont similaires aussi à l'ensemble des autres systèmes de culture, et avec des reliquats à l'implantation en 2019 qui étaient aussi assez importants. Donc maintenant, les premiers résultats qu'on a sur les récoltes, donc les rendements ici de 2019 sur le graphique de gauche et de 2020 à droite. Donc sachant qu'on a une rotation de 9 ans et qu'on n'a que 4 parcelles, donc évidemment toutes les cultures ne sont pas présentes chaque année, puisque la rotation va tourner au fur et à mesure comme ça sur chaque parcelle. Donc en 2019 était donc présent sur les parcelles, donc une orge d'hiver, le 3e blé de la rotation, une orge de printemps et le 2e blé de la rotation. Donc là, on voit qu'on a des rendements qui sont quand même pour l'instant tout à fait corrects. Pour vous illustrer, j'ai repris les rendements qui avaient été faits sur les autres systèmes en 2019 et on voit qu'on est, même si on est légèrement plus faible, on est autour des rendements qui avaient été obtenus. Et en 2020, donc, c'était l'implantation de Saint-Foin quand même qui avait été faite avec les différentes coupes de Saint-Foin ici, une orge d'hiver, un colza et une betterave. Et là, on voit quand même qu'en 2020, il y a eu beaucoup plus de dégâts, notamment sur colza et sur betterave. Donc là, des rendements qui sont quand même beaucoup plus faibles. Mais bon,
qui était quand même faible aussi par ailleurs, mais encore plus faible dans le système. Donc là, j'ai voulu un peu synthétiser les résultats par rapport aux objectifs quand même qu'on avait. On est quand même sur un essai où on teste à la fois en fertilisation et en IFT. On teste des choses voilà, un peu fortes et on veut voir si on arrive quand même à obtenir nos objectifs, à tenir ces objectifs-là. Et donc, vous avez représenté ici l'IFT qu'on a réalisé par rapport à l'IFT prévu, donc à la fois en 2019 et en 2020. C'est-à-dire qu'une valeur négative indique qu'en fait l'IFT a été plus faible que ce qui était prévu, donc par rapport à l'objectif fixé, et au contraire, une valeur positive indique que l'IFT a été plus fort que l'objectif fixé. Donc, que ce soit en 2019 ou en 2020, globalement, on a atteint les objectifs de réduction de moitié des produits phytosanitaires, avec toutefois des objectifs qui sont encore difficiles parfois à atteindre ponctuellement, que ce soit ici en 2019, donc sur l'orge de printemps, ou bien ici en 2020 sur la betterave. Mais au final, sur l'ensemble de la rotation, tout ça va peut-être quand même correspondre à nos objectifs et puis se compenser. Donc là, c'est idem sur la fertilisation azotée. Donc, c'était un peu pour visualiser finalement qu'est-ce qu'on a apporté par rapport à ce qui était prévu. Donc là encore, on voit qu'on a surtout moins fertilisé que ce qui était prévu, par exemple en 2019 sur l'orge d'hiver et le blé, et qu'on a un léger dépassement de l'objectif sur l'orge de printemps. Pareil, en 2020, on a des légers dépassements en fertilisation azotée, mais qui sont autour de 5% de la dose d'azote, en fait. Donc, qui sont relativement faibles. Pour conclure, parce qu'on est quand même pour l'instant au début encore de l'essai, après ces 2 années, ce qui était important, c'est de voir si on arrivait quand même à tenir nos objectifs, à la fois pour la fertilisation azotée, où là, c'est beaucoup plus réalisable, mais aussi pour les IFT, avec toutefois une difficulté pour maintenir des rendements par rapport à la référence. Mais on est dans une expérimentation, donc on s'autorise aussi des décrochés de rendement par rapport à un agriculteur qui ne pourrait pas se le permettre. L'idée, c'est bien de pouvoir quantifier à la fin de la rotation vraiment les impacts que cela aura. Et donc, on a besoin quand même d'attendre les 9 ans de la rotation avant de pouvoir conclure sur les résultats. Et je voulais quand même toutefois soulever un peu des fois les difficultés d'innovation qu'on pouvait rencontrer, notamment le sainfoin qui a dû être abandonné et qui correspondait pourtant beaucoup mieux aux objectifs, notamment en phosphore qu'on avait dans ce système, et qui donc a été remplacé par une culture classique dans la région, la luzerne. En termes de perspective, on a encore des choses à faire dans cet essai, notamment la mise en place d'outils d'aide à la décision pour la fertilisation azotée et le traitement phytosanitaire, pour pouvoir gagner encore ou optimiser au mieux à la fois l'azote et les IFT. Et puis l'idée aussi qu'on avait à la base dans cet essai, c'était que justement le travail, la réduction du travail du sol ou les couverts pouvait avoir un effet sur l'albédo et pouvoir le quantifier sur la minéralisation de l'azote au printemps. Vu qu'on fait l'hypothèse de moins d'azote, savoir si ça pouvait être compensé par ailleurs avec cette minéralisation d'azote au printemps. Et puis également compléter des mesures en phosphore pour justement estimer quelle est cette biodisponibilité en sol calcaire, avec est-ce qu'on observe vraiment ces phénomènes de désorption en faible concentration. Et puis, une fois que ce sera possible, aussi remplacer le compost par des digestats pour avoir vraiment des matières organiques exogènes les plus locales, avec les bouts de steppe, les vinasses et les digestats, ce serait la boucle. Et puis, enfin, tester des produits de biocontrôle, mais une fois que ces produits auraient déjà été validés dans un premier temps chez les agriculteurs, parce que là, on est vraiment sur des parcelles grandeur nature, avec l'idée de tester des produits qui auront déjà fait un peu leur preuve, entre guillemets. Et bien voilà, je vous remercie pour votre attention, puis merci d'avoir organisé ce webinaire pour présenter les premiers résultats d'Agraire.
ce nouveau système dit bas carbone en lien avec la nouvelle feuille de route de TerraSolis. Cette nouvelle feuille de route qui a été validée autour de la création d'un territoire bas carbone. Et TerraSolis Farm devra être en lien notamment avec la plateforme TerraSolis Énergie pour voir les synergies entre elles et notamment l'utilisation ou la constitution d'un méthaniseur. Alors ensuite, on a défini ce qu'on entendait chez TerraSolis par ferme bas carbone et on y a mis des objectifs vraiment très ambitieux, avec notamment un lien territorial qu'on veut absolument garder. Ce lien territorial, il devra pour nous alimenter le futur méthaniseur environ à hauteur de 10%. L'idée, ce serait de l'alimenter sans qu'il y ait de culture dédiée dans la rotation, et puis de continuer à approvisionner nos filières actuelles, blé, orge, oléo, etc. Et puis ensuite, on a une ambition autour du carbone qui est vraiment très forte, avec une réduction de 75% de nos gaz à effet de serre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'intéressera fortement à l'azote et au carburant. Alors le 75%, il vient du fameux facteur 4 qu'on aimerait appliquer en France pour la réduction des gaz à effet de serre. Et nous, il concernera la diminution de notre empreinte carbone fossile, mais aussi avec nos émissions avec le protoxyde d'azote, qui est vraiment importante chez nous, en tout cas dans un système de grande culture. Et puis, en parallèle de cette diminution des gaz à effet de serre, on veut augmenter notre production de carbone renouvelable de 25%. Alors, c'est 25% de la partie qui est exportée dans notre production de carbone renouvelable, je vais vous l'expliquer juste après. Et puis, en parallèle, on veut maintenir le stock de carbone dans le sol. Donc, pour nous, on le considère comme un maintien des retours de carbone au sol. En chiffres, ça peut donner ça à l'échelle d'une ferme en grande culture en Champagne-Crayeuse. Vous avez sur la gauche du graphique les émissions qui sont dues à la pulvérisation d'engrais azotés et à la consommation de nos moteurs thermiques. Grosso modo, on est en termes d'azote à 65 unités par hectare et par an. Si on veut diminuer de 75%, ça veut dire passer à 40 unités d'azote par hectare et par an. Donc, c'est vraiment très faible. En termes de consommation de carburant, on est en moyenne autour de 100 litres par hectare et par an dans une exploitation typique Champagne-Crayeuse, et ça serait de passer autour de 25 litres. Sur la droite, vous avez tout ce qui concerne la production de carbone. Donc, grosso modo, dans une rotation champenoise, on produit 4200 kg de carbone. Donc, ça serait d'augmenter d'environ 1 tonne cette production de carbone. Et en ce qui concerne les retours au sol, alors oui, je n'ai pas précisé, la production de carbone ici, c'est ce qui s'en va vers nos filières, du grain, des racines de betterave, etc. Et puis, ce qui retourne au sol, c'est les chaumes, les pailles, les feuilles de betterave, les couverts d'interculture. Et donc, ça représente environ pratiquement autant, 4000 kg de carbone. Alors là, je vous parle en carbone. Parfois, vous pourrez entendre des chiffres en termes de CO2. Mais il suffit de simplement multiplier par 3,6 parce que c'est quand on s'intéresse aux masses moléculaires du produit. Donc, 1 kg de carbone, c'est 3,6 kg de CO2. Donc, vous pourrez facilement faire la conversion. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer d'utiliser comme levier ? Donc, on a un parti pris, c'est d'introduire des cives pour alimenter le méthaniseur et donc utiliser cette méthanisation pour avoir des retours bénéfiques dont je vais parler juste en dessous. Alors, en termes de réduction de gaz à effet de serre, réduire de 75%, on l'a vu dans nos systèmes, ce que j'ai pu vous présenter tout à l'heure. Quand on veut réduire le travail du sol, ça réduit la consommation de fuel. Mais on voit qu'en termes d'émissions globales, c'était assez limité au niveau de notre système 2 et notre système 3. Et ensuite, on sait qu'on peut réduire les quantités d'azote minéral appliquées.
donc avec différents leviers, hein, des cultures peu consommatrices, comme on a pu le voir dans le système numéro 5, utiliser de l'engrais solide plutôt que du liquide parce qu'il est moins sujet à la volatilisation, et ça a un impact fort. Et puis, remplacer un peu de l'azote minéral par des matières organiques. Nous, l'idée, c'est d'utiliser les matières organiques qu'on produit. Donc, ça peut être à la fois les vinasses, mais aussi, quand on aura un méthaniseur, c'est compter sur le digestat. Et ça aura un impact important sur nos gaz à effet de serre produits. En parallèle, produire 25% de carbone renouvelable et exportable en plus. On sait que c'est très difficile à réaliser sur nos cultures principales, puisque c'est ce qu'on cherche à faire au quotidien dans nos cultures. Et nous, on a pris le pari de maximiser la biomasse produite entre deux cultures principales, donc en interculture. Et on va principalement se focaliser sur les cives d'hiver, hein, qu'on va produire, donc c'est des cives longues. Par contre, on n'abandonne pas l'idée d'en produire avec des techniques annuelles comme du relais cropping, des doubles cultures, des doubles récoltes, qu'on teste depuis plusieurs années sur le site. Bon, enfin, maintenir le retour de carbone au sol. Bon, ben, c'est maintenir le retour des résidus de culture, hein, mais aussi les résidus des cives avec les racines et les chaumes qui vont rester, et des couverts d'interculture. On s'autorisera l'exportation d'une paille possible parce que finalement, cette exportation qui n'existait pas jusqu'à maintenant sera largement compensée par le retour du digestat provenant du méthaniseur. Et puis, comme on veut toujours alimenter nos filières actuelles, eh ben, on utilise notre rotation de référence comme base de travail, et on veut essayer de pas trop la changer et pas trop la remettre en cause. Alors, on a imaginé plusieurs rotations dites bas carbone qu'on a soumis à notre comité scientifique, qu'on a soumis à un atelier de co-conception avec des agriculteurs. Et aujourd'hui, on est fixé, enfin, relativement fixé, sur cette rotation que vous avez à droite, qui fait une rotation de 11 ans. Alors, comment on l'a construite? On est parti de notre rotation de référence, dans laquelle on a introduit des cives. Par exemple, ici, on introduit une cive entre ce blé et cette orge de printemps. Donc, la cive va remplacer la cipan classique qu'on pouvait mettre. Ici, en haut à gauche de cette rotation, on réintroduira pareil une cive d'hiver suivie d'un tournesol. Et puis, on fait le pari de produire des cives entre plusieurs années de luzerne. En fait, entre une année 1 et une année 2 de luzerne, on va semer une cive à l'automne. Et la première coupe qu'on aurait fait théoriquement en luzerne, eh ben, nous, on va la faire en cive plus un peu de repousse de luzerne, hein, ce qui théoriquement doit nous permettre de produire plus de biomasse. Et on a aussi décidé de poursuivre cette technique-là en ajoutant une année de luzerne supplémentaire avec cette cive supplémentaire qui remplacera la première coupe de luzerne. Sachant que les coupes 2 et 3 classiques seront toujours destinées à la déshydratation, et que le fait d'ajouter une troisième année de luzerne va nous permettre d'alimenter notre filière DESI de façon équivalente à ce qu'on faisait avant. Bon, je passe sur les détails de cette rotation, mais elle nous laisse quelques possibilités supplémentaires, notamment en termes de cives courtes ou de relais cropping. Et si ces techniques qu'on teste sur la ferme par ailleurs sont intéressantes, on aura toujours la possibilité de les intégrer à l'intérieur de cette nouvelle rotation. Alors en termes de performance, a priori bien sûr, hein, ce système, on a calculé a priori ses performances. Donc dans le carré du haut, vous avez la production de biomasse dite classique, hein. En gros, c'est est-ce qu'on alimente toujours nos filières? Bon, forcément, comme la rotation change un peu, qu'on introduit des cives qui sont suivies d'une deuxième culture principale, mais dont le rendement sera plus faible, hein, ça c'est évident, on le sait aujourd'hui, forcément, il y aura un léger impact sur les filières.
Donc les filières seront toujours alimentées, mais en proportion plus faible sur notre système de culture. Et donc, il y aura un impact entre 20 et 30% pour la quantité produite à l'échelle de ce système-là, hein. On concentre bien sur ce système-là. Par contre, ce système nous fait produire plus de biomasse exportable et on a environ, alors pour 100 hectares de ce système, hein, ça me permet d'avoir des chiffres faciles à obtenir, on produirait environ 1100 tonnes de matière fraîche de matière qui serait destinée à un méthaniseur. En termes de production de méthane, c'est le deuxième bloc ici. Ces 1100 tonnes de matière fraîche nous permettraient de produire environ 150 000 normomètres cubes de méthane. Alors ça permet d'éviter quand même une partie de CO2 hein, qu'on aurait consommé en termes de CO2 fossile. Moi, je l'estime environ à 150 tonnes de CO2 pour 100 hectares, hein, donc environ 1,5 tonne de CO2 évité par hectare et par an. D'un autre côté, cette méthanisation permet de produire une certaine quantité de digestat, et là, on l'estime à environ 970 tonnes, ce qui se traduit en termes d'azote contenu dans ce digestat autour de 4000 kg d'azote par an, dont 50% seraient directement disponibles pour les cultures fertilisées avec ce digestat. Le troisième bloc concerne la production de carbone sur 3 lignes, donc ce qui est restitué au sol, ma première ligne, ce qui va à nos filières et le carbone biomasse destiné à notre méthanisation. On voit que la rotation qu'on a pu établir restitue à peu près la même quantité de carbone au sol. Donc ça nous convient tout à fait. Les filières, j'en ai parlé déjà un petit peu, il y aura moins de carbone qui va retourner aux filières à cause de la fabrication de cette nouvelle rotation. Par contre, il y a une partie du carbone qui est destinée à la biomasse, et donc globalement, on a une production de plus 20% de ce carbone renouvelable exportable. Donc on est assez proche de notre objectif de 25%. Et puis le dernier bloc concerne nos émissions de gaz à effet de serre. Alors globalement, en termes de consommation de fuel, on a du mal à réduire l'utilisation puisque l'introduction de CIF fait qu'on va avoir un semis supplémentaire et une récolte supplémentaire. Donc on va avoir du mal à réduire la consommation de fuel. Par contre, les cultures qu'on a mis et aussi l'utilisation du digestat nous permet aujourd'hui d'estimer à 35% la réduction d'azote minéral appliquée à l'échelle du système. Tout ceci fait qu'on aurait normalement environ 40% de réduction de nos gaz à effet de serre à l'échelle de ce système de culture. Donc on est encore loin des 75% affichés. Alors, ce système nous pose un certain nombre de questions, notamment, et c'est ce qu'on a pu voir à la journée du GIS qu'on a organisée le 25 septembre, c'est l'eau, l'accès à l'eau, hein, qui devient un facteur limitant quand on essaye de maximiser la production de biomasse. Hein, je ne vous refais pas le clou-play qu'on a pu développer toute cette journée-là, mais voilà, c'est quelque chose d'important qu'on va regarder. Bon, il y aura forcément l'acceptation par nos déshydrateurs hein, de nous laisser la première coupe pour alimenter notre méthaniseur avec un mélange luzerne-cive. Bon, sachant que, comme je vous l'ai dit, hein, comme on a une année de luzerne en plus, finalement, on va alimenter cette filière un peu plus, mais sur une période plus courte. Donc, il y aura ce point-là à voir avec eux. Ensuite, comme je vous l'ai dit, notre objectif, a priori, il serait de 40% de réduction de nos gaz à effet de serre. On sait qu'on pourrait certainement atteindre le 50% de réduction si tous nos tracteurs passent au biogaz. Et ça, c'est un objectif qu'on a hein, sur la ferme, c'est que si on produit du biogaz, eh bien, on aimerait que ce biocarburant retourne notamment dans nos moteurs thermiques à nous, sur la ferme. Et enfin, si on veut aller plus loin et viser le facteur 4, donc c'est-à-dire passer de 50% de réduction à 75% de réduction de nos gaz à effet de serre,
Et bien là, on n'aura pas trop le choix, hein. Il va falloir qu'on s'attaque vraiment à la fertilisation azotée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour atteindre, pour améliorer encore ces quantités d'azote qu'on apporte sur l'échelle du système? Donc, on pourrait par exemple décider de plafonner la fertilisation azotée. Alors moi, j'ai fait l'exercice en disant, voilà, si on plafonne à 80 unités le blé, l'orge d'hiver et 60 unités le colza, ça nous permet d'atteindre nos 75% de gaz à effet de serre en moins. Par contre, notre production de carbone, elle est affectée. Et donc, au lieu de faire plus 20%, on ne ferait que plus 10%, sachant qu'il y aurait un impact un peu plus grand sur nos filières. Donc ça, bon voilà, c'est une option qu'on n'a encore pas choisie aujourd'hui, hein, mais qui sera à réfléchir à l'avenir si on veut vraiment atteindre nos 75% de réduction de gaz à effet de serre. Un autre levier pourrait être d'introduire des cultures vraiment peu consommatrices, mais là aussi, on remettrait en cause un peu l'assolement de la ferme et ça impactera forcément les filières actuelles. Donc, il y a sans doute un travail là à faire à l'avenir pour voir un peu les différentes options qu'on pourrait obtenir, mais on ne l'a pas choisi pour l'instant. On se concentre sur la rotation qu'on a établie. Deux dernières diapos pour dire que la mise en place de ce nouveau système va nécessiter la refonte du pôle agricole, puisqu'on a décidé d'alimenter environ à hauteur de 10% notre méthaniseur. Et moi, j'estime aujourd'hui qu'il va falloir avoir environ 80 hectares dédiés à ce nouveau système de culture pour alimenter ce méthaniseur. Donc, on a choisi l'option de réorienter notre système numéro 4 qui était biomasse exportée, hein. Il avait vraiment cette vocation-là, mais du coup, là, on le détourne en biomasse exportée pour notre système bas carbone. Donc, il y a je crois que c'était 15 hectares de ce système-là qui vont être transformés et on doit trouver des surfaces nouvelles. Alors, on va les trouver notamment en fusionnant les systèmes 2 et les systèmes 3, hein, qui étaient le système TCS et sous couvert permanent. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le système TCS, il était assez peu innovant, il y avait très peu de changements à l'intérieur de ce système-là. Et puis le système 3, il était assez contraint, donc on avait quand même quelques critères qui étaient assez dégradés. Et donc, on va les fusionner et on va le transformer en un nouveau système, alors qui a toujours le même objectif, mais typé agriculture de conservation. Ensuite, on conserve notre système AutoN, autonomie en azote. On veut conserver des surfaces aussi pour nos partenaires, pour d'autres expés, pour d'autres événements, comme on aura cette année avec les culturales. Et on misera sur la récupération des terres du radar, hein, puisque là, il y a une bonne vingtaine d'hectares qui devraient se libérer d'ici 1 an ou 2, on verra en fonction des avancées des travaux de la route. Tout ça fait que, et c'est ma dernière diapo, que l'orientation des parcelles se change un petit peu et on devrait atteindre cette carte sur la droite avec en bleu nos systèmes de référence qui restent en grande partie là où ils étaient avant, mais qui vont grignoter quelques nouvelles parcelles. Le système agriculture de conservation, il va se mettre en place sur les anciennes parcelles des systèmes 2 et système 3. AutoN ne change pas. Et en orange, vous avez toutes les parcelles dédiées à ce système bas carbone qui nous permettrait d'atteindre les objectifs fixés. Bon, voilà, je vais m'arrêter là pour la refonte des systèmes, mais vous avez une image du nouveau paysage de TerraLab et des parcelles agricoles. La société Sinomène, alors le slide n'est pas passé, voilà, merci. Donc Sinomène est une jeune entreprise innovante spécialisée dans la gestion du risque agricole. Alors je vous ai mis nos photos voilà, pour que ce soit un peu plus sympa. Donc la société a été donc cofondée par Denis et moi-même, donc Diane.
Et voilà, donc on a un bagage tech assez important, et c'est après une expérience donc professionnelle de plusieurs années dans le secteur agricole qu'on a voulu faire profiter en fait le secteur des technologies numériques innovantes qu'on pense donc pouvoir avoir un apport certain pour le secteur. Donc, on est spécialisé vraiment en tout ce qui est intelligence artificielle, traitement de la donnée satellite spatiale et la modélisation des cultures. Et donc, Sinomène est donc le fruit de la convergence de ces savoir-faire dans le but de performer, d'aider à augmenter l'efficience du secteur agricole, et notamment dans la gestion des risques en lien avec le dérèglement climatique. Voilà. Donc, nous sommes hébergés au campus Terratech, qui est le centre européen du calcul haute performance et qui est localisé donc en Essonne. Et nous sommes donc également hébergés par un village Baïséa à Châteaudun, donc le campus Les Champs du Possible, qui nous permet, avec TerraSolis bien sûr, d'avoir un lien direct, un pied direct dans le secteur agricole, puisqu'on est en lien avec des exploitants et des zones d'expérimentation. Voilà. Le slide suivant, s'il vous plaît. Donc Sinomène, comme je vous le disais, s'intéresse en particulier au problème du dérèglement climatique qui va impacter donc les productions agricoles. Il faut bien garder en tête qu'on sera 2 milliards de plus sur cette planète d'ici 2050, et que on constate quand même qu'en France, les rendements atteignent un plateau depuis 10-15 ans. Voilà, c'est-à-dire que après une forte croissance entre 1960 et 2000, on a atteint quand même un plateau en termes de production, et qu'il faut réussir à améliorer ça et à mieux anticiper comment ça va se passer dans les années suivantes, sachant qu'en plus donc d'une augmentation de la population, on a quand même une augmentation des sinistres, enfin des aléas climatiques, des événements climatiques importants qui va arriver. On prévoit notamment donc une sinistralité 2 fois plus importante d'ici les 20-30 ans. 30-40 ans, et en particulier 3 fois plus de sécheresse. Voilà. Il va falloir s'adapter, il va falloir penser un peu à tout ça pour mieux anticiper effectivement les difficultés qu'on va rencontrer par la suite. Voilà, donc en particulier, tout ce qui est inondation, on va s'y intéresser, et tout ce qui est grosse sécheresse. Voilà, donc merci pour le changement du slide. Donc le projet avec TerraSolis, donc on va s'intéresser en particulier au suivi de différents grandeurs physiques en fait sur des cultures de blé tendre d'hiver, d'orge de printemps et de colza. Et donc on va suivre en particulier la biomasse, l'azote absorbé par la culture et bien sûr les rendements. Voilà, donc ça on va le faire en cours de saison, et ce qui va nous permettre donc d'évaluer à la fois différents éléments sur la culture, mais bien sûr comment est-ce que certains événements, et pas seulement donc des événements climatiques, puisque l'intérêt aussi de la ferme expérimentale TerraSolis, c'est que il y a différents systèmes de culture, comme Gaël a pu le présenter tout à l'heure, différents systèmes de culture avec des historiques différents sur chaque parcelle. Et en plus donc, de ces systèmes de culture, il y a un historique de terrain lié à l'histoire du terrain et donc de la base pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a impacté donc les parcelles et leur potentiel, ce qui permet d'avoir une bonne diversité en fait en termes de variabilité de développement des cultures sur la ferme. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant pour évaluer l'impact, les différents impacts, et d'avoir une variabilité importante. Donc TerraSolis effectivement apporte là donc des connaissances agronomiques et
la conduite des essais, les prélèvements et les analyses. Et nous, donc Synomène, on va, toutes les technologies qu'on développe en lien avec le spatial, l'intelligence artificielle et la modélisation des cultures pour mettre en place donc un outil de suivi des cultures dans le temps, en cours de saison. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez passer au slide suivant? Voilà, donc là, je vous montre un exemple en fait de ce qu'on peut faire. Donc, 3 parcelles de blé tendre qui ont été suivies en 2020. Et donc, en particulier, là, nous sommes remontés. Donc, ça, c'est des estimations qui ont été faites par nos technologies à l'azote absorbé par la culture. Donc, je parle bien de l'azote contenu dans la partie aérienne de la végétation. Hein, donc, ce n'est pas l'azote contenu dans le sol. C'est bien celle qui est dans la culture qu'on estime. Et donc là, c'est en tout début de sortie d'hiver. Donc les apports d'azote n'ont pas encore été faits. Et on voit bien qu'on a donc des parcelles avec avec des cultures, avec une quantité d'azote absorbé qui est encore relativement faible, dont une parcelle qui est très faible. Et on verra après que ça va se retrouver sur plus tard dans la saison et même en termes de rendement, donc sur la parcelle qui se trouve au nord et qui est donc la parcelle 11. Les autres parcelles, donc on peut voir avec l'échelle de couleur qui est en bas à droite, qu'on a quand même une quantité d'azote absorbée autour de 50 unités, 40-50 unités en moyenne sur la parcelle. Voilà, au moment de la sortie d'hiver. Voilà. Donc, on va passer au slide suivant. Et ça, donc, c'est le suivi qu'on a au mois de mai. Donc, c'est ça, on suit les parcelles sur toute la saison, donc avec une fréquence assez élevée de quasiment toutes les semaines. Donc là, je vous montre quelques éléments. Et donc là, les apports d'azote, bien sûr, ont déjà été réalisés. Et on a donc réalisé donc, des prélèvements à certains points dans les parcelles. Donc, c'est les petits pins que j'ai mis là qui montrent certains points de prélèvement avec des mesures qui nous permettent donc de comparer la réalité, les mesures terrain avec nos estimations et donc de mettre en regard les performances de nos technologies avec la réalité du terrain. Voilà, donc on voit sur la parcelle 11, donc qui est au nord, effectivement, on retrouve bien déjà une zone plus faible en termes d'azote, en termes de spatialité sur la parcelle. La partie sud de la parcelle est un potentiel moins élevé, moins d'azote absorbé en tout cas. Et on a en moyenne, donc sur la parcelle, un peu moins que 200 unités d'azote par hectare. Voilà. Avec un potentiel, de l'azote absorbé qui est quand même plus élevé dans la partie nord de la parcelle. Par contre, donc l'autre parcelle qui se trouve au milieu, celle-ci a quand même un potentiel beaucoup plus élevé, on le voit là, avec de l'azote. Donc le prélèvement donne 250 unités. Et effectivement, nous, la carte, c'est aussi ce qu'on retrouve avec la carte, avec vraiment des zones particulièrement, avec une quantité d'azote absorbé particulièrement importante à certains endroits. Voilà. Et puis, donc, il y a la parcelle qui est un peu au sud, qui, elle aussi, se comporte assez bien, avec une quantité d'azote absorbé aussi importante, de l'ordre de 250 unités, donc à mi-mai. Donc, c'est au moment où vraiment on est au pic de végétation, on atteint le pic de végétation sur le blé tendre d'hiver. Voilà, donc ça, c'est des éléments importants que nous, on va utiliser et qu'on va donc qui vont pouvoir alimenter après la prédiction, les estimations de rendement sur ces parcelles. Donc, si on peut passer au slide suivant. Voilà, merci. Donc là, maintenant, nous sommes passés donc, aux estimations de rendement sur la parcelle. Donc, c'est toujours spatialisé sur toute la parcelle en elle-même. Et ce qu'on voit donc, c'est que sur la partie, donc la parcelle du nord, c'est ce qu'on voyait déjà sur les cartes d'azote, on voit aussi qu'elle est un rendement quand même beaucoup plus faible, avec une zone avec un rendement particulièrement faible. Et donc, vous pouvez me corriger si je me trompe, mais il me semble que ça reflète donc un problème,
l'historique du terrain, où il y a effectivement des zones de cailloux qui ont été enterrés, enfin bon, un potentiel, une capacité du sol qui est beaucoup plus faible et qui est liée à l'historique pendant la Seconde Guerre mondiale, donc de cette parcelle-là. Voilà. Donc là, effectivement, on retrouve un rendement qui va tourner autour de 50 quintaux par hectare, un petit peu meilleur au nord de la parcelle. Et par contre, sur les 2 autres parcelles, là, on va retrouver des rendements qui sont plutôt bons, hein, des bons rendements autour de 80 quintaux par hectare. Voilà, ce qui sont et qui collent. Alors, encore une fois, hein, il y a les estimations qui sont faites via nos technologies et qu'on met en regard des mesures qui sont faites par TerraSolis, enfin des résultats sur les parcelles. Voilà, et c'est ce que j'ai mis donc en jaune, qui sont les données. Voilà, donc ça, c'est des résultats qui sont très encourageants, très positifs. Et du coup, donc on a aussi fait le même exercice sur des données historiques, hein, puisque TerraSolis nous a communiqué ces données sur quelques années avant, quoi. Et du coup, on a pu généraliser ça grâce à ce travail au département. Donc, on va pouvoir passer au slide suivant. Voilà, donc là, alors je ne sais pas si vous le reconnaissez, c'est donc le département de la Marne. On a donc Reims qui est la tache noire en haut, à gauche, et on voit donc effectivement la Marne, hein, qui passe et qui traverse donc tout le département. Voilà. Donc là, c'est l'ensemble des parcelles de blé tendre qui étaient cultivées et sur lesquelles donc on a fait les estimations des rendements. Voilà, sur tout le département. Voilà, donc on voit bien sûr les rendements rouges, enfin plus ça va dans le rouge, orange, moins les rendements sont bons. Et plus on est dans le vert et plus les rendements sont bons. Voilà, jusqu'à 100 quintaux par hectare, 110 même. Voilà, donc c'est intéressant. L'idée, c'est bien sûr de pouvoir mettre ces cartes à disposition le plus tôt possible dans la saison. Donc aujourd'hui, on a ces premiers résultats qui sont très positifs et qu'on va valider. On finit de valider tout ça pour pouvoir le mettre à disposition des utilisateurs et pouvoir donc bien pouvoir estimer les pertes qui vont être dues notamment à des aléas climatiques sur la zone. Voilà. Donc, on peut passer au slide suivant. Alors, je ne l'ai pas encore. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est passé, mais du coup, ce qu'on est en train de mettre nous en place, c'est donc une application donc qui est disponible sur PC, tablette, smartphone. Il y a déjà une première version qui est en phase de test. Et donc, l'idée, c'est aussi de mettre à disposition, d'introduire dans cette application les prévisions donc, de rendement en cours de saison et l'évolution donc du potentiel des parcelles en cours de saison. Voilà pour ça. Donc cette appli est bientôt disponible. Donc ce qu'on va faire, c'est que donc on peut passer au slide suivant. Et donc l'idée, c'est bien sûr avec TerraSolis là de poursuivre les tests déjà sur la région, donc sur la ferme en 2021. Et ensuite, donc pour l'instant, on se concentre sur le blé tendre d'hiver, mais l'idée, c'est bien sûr d'étendre les travaux à d'autres grandes cultures, comme le colza, la betterave, et aussi ensuite, bien sûr, de l'étendre à des échelles, à d'autres départements, voilà, pour que l'information soit généralisée et exploitable à large échelle. Voilà. Donc, je remercie bien sûr l'équipe TerraSolis pour leur travail, hein, tous les prélèvements qu'ils font. Et ensuite, voilà, donc, et la poursuite donc, de tout ça. Donc, on peut passer au slide suivant. Donc, je vous remercie donc de votre attention et vous avez donc nos contacts sur ce slide. Pour vous présenter ce projet qui s'appelle Carbon Sync, alors, dont l'objet est de faire la démonstration du financement d'une centaine de fermes en Grand Est pour leur performance carbone au travers le déploiement d'un nouveau modèle économique. Alors, en pratique, il s'agit d'évaluer et de financer la performance carbone de nos fermes. Et pour ce faire, depuis fin 2019 et sur une durée de 3 ans, 5 partenaires sont engagés dans ce projet, que sont AgroSolutions, i4C
INRAE, Planeta et Terra Solis, projet soutenu par la région Grand Est mobilisant des fonds européens. Important à préciser aussi que l'ensemble de nos productions ou livrables sera mis à disposition de la communauté agricole régionale. Le périmètre de notre travail cible les grandes cultures. En matière de bilan carbone à l'échelle de la ferme, nous travaillons conjointement donc, sur les émissions brutes de gaz à effet de serre, sur la séquestration du carbone dans le sol et sur la substitution du carbone fossile par de la biomasse à destination des marchés type bioénergie ou biomatériaux. Et nous cherchons à valoriser aussi bien les bonnes pratiques à venir sur les fermes, bonnes pratiques carbone, que les bonnes pratiques déjà en place. Alors, en rentrant un petit peu dans le détail sur ce que nous avons déjà produit, sommes en train de produire et allons continuer de produire, sur le chapitre évaluation. Alors, le consortium Carbon Sync a contribué à la rédaction d'une méthodologie du label bas carbone, qui est la méthodologie dédiée aux grandes cultures. Donc, le label bas carbone encadre la rédaction de différentes méthodologies d'évaluation sectorielles en ce qui concerne l'agriculture. Donc, les éleveurs ont démarré les premiers. Aujourd'hui, il y a des méthodos déjà opérationnels sur les haies ou les vergers et des travaux toujours en cours donc sur la méthanisation, le porc et les grandes cultures qui en font partie. Alors, dans une méthodologie label bas carbone, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve, alors, en premier lieu, des formules de calcul et des listes de données. Donc, c'est en quelque sorte un mode d'emploi qui permet de calculer les réductions d'émissions de gaz à effet de serre du projet évalué, puisque le label bas carbone va évaluer non pas une ferme, mais le projet bas carbone conduit par une ferme. Donc, on en arrive à mesurer des tonnes de CO2 équivalent évité. Mais dans une méthode label bas carbone, il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres critères qui permettent, notamment pour les financeurs, de juger de la qualité d'un projet de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, tels que, alors je ne rentrerai pas dans le détail, mais voilà, et vérifier concernant le projet son suivi, sa vérification, sa traçabilité, le risque de non-permanence de certaines émissions, son caractère additionnel et la présence de co-bénéfices, la présence de mesures de co-bénéfices environnementaux. Si vous voulez en savoir plus sur l'ensemble de ces méthodos, pour celles qui sont déjà parues, il y a tout un tas de webinaires dispo sur le site d'i4C, notamment, vous tapez webinaire label bas carbone et vous devriez tomber dessus. Voilà, donc Carbon Sync a contribué à la rédaction de cette méthode grande culture qui devrait sortir. Alors, elle est actuellement en cours de relecture par le ministère de la Transition écologique, qui devrait sortir. Alors, les échéances sont repoussées de jour en jour. Le ministère a un peu de mal à tenir ces délais, mais nous espérons fin mars, courant avril, début 2021. Ce qui n'a pas empêché Carbon Sync, même si la méthode n'était pas encore officialisée, de conduire quelques tests sur une dizaine de fermes, un peu en avant-première, donc des fermes de grande culture du Grand Est. Même chose, on ne pourra malheureusement pas partager ces résultats aujourd'hui, puisqu'on est contraint d'attendre le tampon du ministère sur la méthode pour partager ces résultats. Donc voilà, nous attendons ce tampon avec autant d'impatience que vous. Peut-être simplement vous préciser également que nous allons déployer dans les semaines qui vont suivre une étude de réceptivité à destination de l'ensemble des agriculteurs du Grand Est, permettant de mesurer et de qualifier leur intérêt carbone. Voilà, alors je vous ai remis ici, vous les retrouverez en détail dans le diaporama qui vous sera mis à disposition à l'issue de cette présentation, l'ensemble des leviers d'action ou pratiques bas carbone qu'une ferme de grande culture peut mettre en place pour améliorer sa performance selon le label bas carbone. Donc on retrouve, alors ça a déjà beaucoup été évoqué aujourd'hui, bien évidemment en tête l'azote minéral, mais aussi la consommation de carburant, mais aussi le stockage de carbone dans le sol avec tout ce qui est interculture, résidus et amendements organiques. Petite précision en ce qui concerne toutes les méthodologies agricoles d'évaluation du carbone du label bas carbone. Il y a à chaque fois question de comparer, en fait, pour une ferme, un point d'arrivée et un point de départ. Et le choix de ce point de départ est laissé libre à l'agriculteur. Donc, on parle de choix de scénario de référence. Et en faisant simple, alors un projet dure en général 5 ans. Au bout des 5 ans, un bilan carbone final, diagnostic final, est réalisé sur la ferme. Et pour évaluer le nombre de tonnes de CO2 évitées
durant la durée du projet. On peut soit se comparer au point de départ sur la ferme, donc le diagnostic initial de la ferme, soit se comparer, et c'est important, à une moyenne régionale d'un collectif de fermes comparables, ce qui peut permettre de valoriser éventuellement la bonne performance que l'agriculteur aurait déjà atteinte avant de démarrer son projet. En gros, l'idée, c'est de ne pas pénaliser les bons élèves, ceux qui seraient déjà bons. Bon, il faut garder en tête qu'il sera tout de même nécessaire de mettre en place de nouvelles pratiques sur la ferme, mais on peut valoriser quelques bonnes pratiques déjà en place par le jeu de ce choix de scénario de référence. Ce qui permet en particulier sur le volet stockage de carbone dans le sol de valoriser l'action de maintien d'un stock de carbone dans un sol. Pour finir sur le volet évaluation, pareil, ce livrable vous sera prochainement distribué et on a réalisé un petit benchmark sur les outils d'évaluation existants, car bien évidemment, pour réaliser une évaluation dans une ferme, il faut un mode d'emploi, donc c'est la méthode label bas carbone. Mais si en plus on a un outil, une calculette, un logiciel qui permet de simplifier la saisie des données et la réalisation des calculs, c'est grandement facilitant, car c'est quand même un exercice voilà, qui reste assez complexe et qui peut être vite chronophage si on ne peut pas s'appuyer voilà, sur un outil numérique. Donc en l'occurrence, on a regardé voilà, une dizaine d'outils permettant de réaliser des bilans carbone à l'échelle de la ferme ou des territoires. Et pour aller très vite, notre conclusion était à l'époque qu'il n'existait pas d'outils fonctionnant toute production, permettant de calculer des bilans carbone complets, donc travaillant à la fois sur les émissions et sur le stockage de carbone dans le sol, voire sur les effets de substitution bioénergie, biomatériaux, et conciliant précision et simplicité. Et d'ailleurs, cette conclusion, on la retrouve actuellement dans les développements d'outils en cours, puisque, alors même si la méthode grande culture n'est pas encore officialisée, un certain nombre d'acteurs du numérique agricole ont déjà manifesté publiquement leur intention de travailler et de sortir donc des calculettes carbone, voilà, qui devraient paraître courant de cette année 2021. Voilà, je vous ai mis à l'écran les noms des 4-5 entreprises là, qui ont manifesté leur intérêt ou qui travaillent déjà sur ces sujets, des calculettes carbone, sachant que côté Carbon Sync, on vous fera suivre de l'info sur ces développements, sur ces calculettes, mais on ne travaillera pas, nous, à proprement parler, au développement des calculettes en question. Alors, Carbon Sync est un projet qui traite d'évaluation et bien sûr de finance carbone. Alors, où est-ce qu'on en est sur la partie finance? Quelques informations à partager aujourd'hui avec vous. Alors, je vous parle toujours de grande culture, mais on a commencé bien évidemment côté Carbon Sync par regarder à ce qui se passait côté élevage, puisque actuellement, les éleveurs peuvent évaluer et financer la performance carbone de leurs élevages par le biais d'une organisation nationale qui a été créée pour l'occasion, qui s'appelle France Carbone Agri, et qui propose déjà aux éleveurs s'engageant dans des démarches de ce type des rémunérations avoisinant la trentaine d'euros de la tonne de CO2 équivalent. Alors 30 euros tonne de CO2, alors ramené à l'échelle d'une ferme, ça va dépendre bien évidemment des nouvelles pratiques qui vont être mises en place par la ferme et puis de son historique de départ. Mais voilà, c'est selon France Carbone Agri environ 2 000 euros par an pendant 5 ans. Toujours est-il que ces 30 euros tonnes de CO2 équivalent proposés aux éleveurs par France Carbone Agri, si on y regarde d'un peu plus près, en général, les bonnes pratiques mises en place dans les élevages sont plutôt des pratiques d'optimisation technique. Autrement dit, les pratiques bas carbone en élevage sont des pratiques qui permettent à l'éleveur d'améliorer sa performance technique et donc économique, et qui sont par ce fait presque par nature rentables en fait. Alors si elles étaient aussi rentables que ça, bien sûr, tous les éleveurs les auraient déjà mises en place sur leur ferme, ce qui n'est pas le cas, parce que ces pratiques sont nouvelles, innovantes, risquées, donc il y a quand même nécessité de ramener un revenu carbone sur les élevages, et c'est à cela que sert la proposition de France Carbone Agri. Alors en France Carbone, en grande culture, comment ça fonctionne? Très simplement, pour produire un modèle économique original dans le cadre de la réflexion Carbon Sync
pour la centaine de fermes de grandes cultures là, qui vont rentrer dans notre projet, on commence par regarder au coût des pratiques. Donc, coût des pratiques bas carbone en grande culture. Alors, par coût des pratiques, on s'intéresse bien évidemment au coût de mise en place de la pratique, donc son coût de production en quelque sorte, mais également à des coûts un peu intermédiaires, tels que les coûts de formation, les coûts de logiciels, voilà, enfin, les coûts de conseil, donc tout ce qu'on appelle coût de transaction. Et puis bien évidemment, pour construire notre prix de la tonne de CO2 à proposer à nos exploitations de grandes cultures, à ces coûts d'abattement et de transaction, on va rajouter un complément permettant de dégager un revenu. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on travaille actuellement, sur l'estimation de ces coûts. Pareil, on devrait avoir nos premiers résultats d'ici le mois d'avril, on l'espère, sur notre dizaine de fermes tests. Et puis en parallèle, on travaille aussi à l'évaluation du volume. Puisque voilà, un revenu carbone, hein, c'est un prix de la tonne de CO2 fois un volume, fois un nombre de tonnes de CO2 évitées. Et bien évidemment, ce volume va à la fois dépendre, alors peut-être de la rémunération proposée à l'agriculteur, mais plus simplement de l'effort de transformation que va opérer la ferme de grande culture, à savoir, va-t-elle s'arrêter entre guillemets à de l'optimisation de pratique, et dans ce cas-là, il y a fort à parier que le nombre de tonnes de CO2 évitées pendant la durée de 5 ans du projet sera peut-être pas aussi spectaculaire que ce que pourraient éviter des fermes s'engageant dans des démarches plus transformantes. Par transformation des pratiques, j'entends de manière plus pratique méthanisation, agroforesterie, extensification aussi. Le sujet a été un tout petit peu abordé par Gaël. Effectivement, plafonnement des doses d'azote, ça peut être, alors c'est un sujet à réfléchir, mais une piste intéressante à étudier. Donc voilà où on en est. L'idée, c'est d'arriver d'ici le mois de juin 2021 à une estimation la plus fine possible, voilà, du prix, du volume, pour avoir une véritable proposition de valeur à faire à nos 100 fermes et qui aura bien sûr été testée auprès des financeurs. Voilà. Pour vous donner toutefois quelques petits chiffres sans rentrer trop dans le détail. Alors, tout le monde aujourd'hui est un peu à la recherche de références carbone en grande culture. Ce n'est pas un exercice facile, tout simplement parce que la méthode d'évaluation grande culture est en cours de production, donc elle n'a pas encore produit ses propres références. Voilà, tout simplement. Néanmoins, si on regarde ce qu'il y a dans des études nationales ou régionales, que ce soit Climagri ou 4 pour 1000, on peut en ressortir quelques chiffres. Je vais vous en donner quelques-uns. Alors à manier avec beaucoup de prudence, tant qu'on n'aura pas de vrais résultats opérationnels sur de vraies fermes du Grand Est. Mais en gros, une ferme de grande culture, en émissions brutes, elle émet à peu près un peu moins de 3 tonnes de CO2 équivalent par hectare et par an. Voilà, donc c'est un chiffre que vous pouvez garder en tête. Ça, c'est le diagnostic un peu initial. En matière de stockage de carbone, alors c'est une référence nationale, mais les grandes cultures nationalement déstockent un peu plus d'une demi-tonne de CO2 équivalent par hectare et par an. Donc l'objectif est bien évidemment de renverser la tendance. Et en matière de potentiel de gain, alors là c'est la grande interrogation, et voilà, j'imagine que vous serez nombreux à suivre les premiers résultats qu'on produira en la matière pour la fin du mois d'avril. Mais voilà, si vous avez besoin de vous mettre un chiffre en tête, 1 tonne, ça serait déjà pas mal en potentiel de gain. Donc on bouleversera pas le revenu agricole avec du revenu carbone. Néanmoins, ça va dépendre grandement de l'historique de la ferme et de l'endroit, de la capacité de l'agriculteur à aller plus ou moins loin dans la mise en place de pratiques, voilà, qui permettent soit de réduire ses émissions, soit de stocker davantage de carbone dans ses sols. Alors, ça ne nous empêche pas, dans le cadre de notre projet, de travailler à la maximisation de ce revenu carbone, et pour ce faire, on étudie différentes sources de financement. Puisque bien évidemment, en matière de revenu carbone, on peut ramener sur une ferme, on peut aller chercher alors du crédit carbone, hein, on en entend beaucoup parler en ce moment, donc aller piocher dans le marché de la compensation volontaire. Une entreprise qui souhaite afficher un bilan carbone atténué peut acheter des émissions évitées sur une ferme.
qu'elles soient évitées en émission ou en stockage. Voilà, donc première source de financement, le crédit carbone, plutôt volontaire. C'est bien sûr un marché en croissance, c'est aussi un marché assez, peut-être pour pas dire critiqué, mais observé par les ONG. Alors on entend beaucoup parler de greenwashing en ce moment. C'est sans doute aussi pour ça que les méthodos label bas carbone en ce moment sont un peu ralentis dans le travail de relecture là, opéré par le ministère, parce qu'il y a pas mal de prudence voilà, pour sortir une méthodo qui, sitôt sa sortie, ne sera pas voilà, critiquée par les associations environnementales. Le travail de relecture compte. Donc, première source de financement, le crédit carbone volontaire. Deuxième source de financement, la subvention publique, que ce soit des fonds PAC ou de l'argent directement versé par des collectivités locales. Je passe rapidement. Alors, on a produit une petite étude, vous trouverez le lien dans le diaporama sur ce sujet. Et puis, troisième source de financement, ce qu'on appelle des primes filières. En gros, si le consommateur, dans son acte d'achat, est prêt à acheter plus ou plus cher de produits bas carbone, est-ce que nos industriels de l'agroalimentaire sont prêts à reverser une part de la valeur ajoutée aux agriculteurs à l'origine de la production de ces produits bas carbone? Et ça, on y travaille notamment avec tout un tas d'IA, qu'elles soient animales ou végétales, dans un groupe de travail un peu plus large que Carbon Sync, notamment en collaboration avec Lidl. Leurs noms vous sont cités à l'écran. Voilà. L'objectif est, dans un premier temps, de les aider à mieux comprendre le sujet parce qu'il n'est pas simple, et ensuite de voir comment, voilà, comment compter et comment valoriser leur investissement climatique chez leurs fournisseurs, que sont les agriculteurs. Dernière diapo, ou presque, voilà. Bien évidemment, donc, une fois qu'on aura produit nos outils d'évaluation côté Carbon Sync et notre modèle économique en matière de financement, eh bien, on déploiera tout cela dans les fermes. Alors, Carbon Sync, le consortium Carbon Sync et ses partenaires n'accompagneront pas directement les agriculteurs dans les étapes de diagnostic, de conseil, de suivi. Ça sera bien le boulot des organisations agricoles régionales. Néanmoins, on produit des outils permettant de réaliser ce travail. Voilà, donc méthode d'évaluation, modèle économique et sans doute également un petit travail numérique permettant aux financeurs et aux agriculteurs, voilà, de mieux travailler ensemble. Et tout cela doit être prêt, voilà, pour un déploiement, une entrée dans les fermes, on l'espère, à partir du mois de septembre 2021. Donc 100 fermes de grande culture en Grand Est, prêtes à tester les outils Carbon Sync. Donc on en appellera aux organisations agricoles locales. Alors 100 fermes, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, c'est 10 fermes par département, mais on comptera bien évidemment sur vous pour identifier les agriculteurs volontaires et on vous donnera un peu d'informations voilà, pour réaliser cette communication. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez continuer de nous suivre sur les réseaux sociaux.